Et en vrai, je pense que là, vu comme on est parti, on peut taper le premier podcast de développement personnel de Spotify. Mais moi j'ai tatoué échec, tu vois, au-dessus de mon genou. Pour moi l'échec c'est trop important. Ouah, le mental des gars et tout, c'est un truc de fou. Puis c'est pas le bon moment, et puis là je suis pas prêt, ça marchera pas. Non mais gros, moi je me protège gros, on bat les couilles. Tout va bien, nous sommes juste des hommes. Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Grimpeurs, le podcast escalade le plus solide du game, le plus réel du game, le plus moustachu du game, le plus traction à un bras du game. Ici on parle et on débat de la grimpe dans toutes ses formes jusqu'au plus controversé. Les épisodes sont enregistrés en live le lundi à 18h, donc si vous souhaitez participer à l'émission, tous les liens sont dans la description. Bon épisode. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Entre Grimpeurs, le rendez-vous hebdomadaire tous les lundis à 18h sur un live Instagram, la rediffusion sur notre chaîne toute neuve Entre Grimpeurs sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour nous envoyer de la force, ça nous tient à cœur de continuer ce rendez-vous hebdomadaire. On espère tenir le plus longtemps possible et pour tenir le plus longtemps possible, on a besoin de dopamine. Donc on a besoin de likes, de commentaires et d'abonnements. Donc n'hésitez pas à faire le pas si vous voulez soutenir le podcast le plus solide du game. Et aujourd'hui, en parlant de solidité, on va parler d'un sujet, un sujet important je pense pour l'évolution d'un grimpeur, le mental en escalade. Cet épisode sera disponible sur Spotify, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur cette plateforme et nous mettre 5 étoiles. 5 stars. Aujourd'hui, c'est moi qui fais l'animation. On est en compagnie de Guillaume, journaliste émérite spécialisé dans l'alpinisme, qui va nous parler du mental, composante essentielle en alpinisme. Il va nous parler de Bonatti, dit le grand alpiniste sans peur. On a hâte et c'est lui qui va commencer la première rubrique vieille latte et grande aventure. Après Papel, El Papelito, le youtubeur qui habite à La Réunion va se questionner sur l'escalade. Est-elle un sport de guerrier? Point d'interrogation. Comment passer, pour être gentil, de la moulinette à l'escalade sportive? Quelles sont les déclics à avoir? C'est ce que nous allons voir dans la rubrique grimpe et controverse, clickbait ou pas. On terminera par ma rubrique parce que Amael n'est pas disponible aujourd'hui. On lui fait des petits coucous, il est sur la route. Il a des projets, mais il nous rejoindra pour les prochains lives. La dernière rubrique, crashpad et business. On va parler des similitudes du mindset entre l'escalade et l'entrepreneuriat. La thématique du jour, je la rappelle, c'est le mental en escalade. Avant de faire la petite introduction, je vais déjà demander à nos deux animateurs comment ça va aujourd'hui les gars. Est-ce que vous êtes chaud pour ce nouvel épisode? Bah écoute, ça va de ouf. Comme je disais, ça se réchauffe un peu à la montagne, donc le ski, on va peut-être encore pouvoir en faire un petit peu, mais ça donne envie de regrimper, donc là je ressors un peu le matos pour aller retâter de la falaise. T'as bien raison mec. Et toi Papel? Moi ça va, un peu déçu de la journée d'aujourd'hui, on a été tester une nouvelle voie qui a été ouverte, où il y avait apparemment une cotation à déterminer. Est-ce que c'était 6C? Est-ce que c'était 6C+? Est-ce que c'était 7A? J'en sais rien, mais je me suis fait rouster. Donc il faudra y retourner pour essayer de l'enchaîner, ça va le faire, mais la pluie est arrivée, on n'a pu mettre qu'un seul essai et il ne fut rédhibitoire. Donc bref, on a été ensuite à la salle d'escalade pour décharger nos nerfs. On s'est dit à la base, on va juste faire un petit truc tranquille. Moi, j'avais la flemme de grimper après en bloc. Et mon pote m'a fait, ouais, écoute, mec, on se fait juste un petit truc très tranquille. Tu sais quoi, on se fait toutes les rouges, mais on met quand même un petit chrono pour essayer d'aller le plus vite possible. Donc, à 3 énormes débiles, on s'est dit, allez, vas-y, on essaye les rouges en moins de 15 minutes. Et c'est passé, mais c'était intense et je suis sorti de là fumé. Donc bref, voilà. Un peu claqué. Le mental en escalade, n'hésitez pas à nous poser des questions. On est en live sur Instagram. Vous avez la petite icône en bas à droite, le point d'interrogation. On pourra répondre à vos questions pendant les différentes rubriques. Grimper, ce n'est pas juste escalader, c'est faire face à la peur du vide, au doute, à la chute. C'est apprendre à respirer quand tout va trop vite, à se recentrer quand les bras lâchent et que la tête veut abandonner. Le mental, c'est cette force invisible qui te fait aller chercher la prise suivante, le petit mouvement en plus,
même quand tu n'es pas sûr qu'elles tiennent. Aujourd'hui, on plonge dans le vrai moteur de la progression dans tous les sports confondus, le mental. Et on va commencer par la rubrique de Guillaume, vieille latte et grande aventure. Guillaume, je te laisse présenter ta rubrique, c'est à toi. Yes, et ben du coup aujourd'hui on va faire une grosse rubrique, plutôt anecdote, et on va parler de l'histoire un peu du mental chez les alpinistes d'autrefois. Je vais pas parler d'histoire du matos parce que je trouvais que sur une thématique mentale il n'y a pas grand chose à dire, même si c'est lié, mais ça revient à des choses que j'ai dites dans les précédents lives. L'idée c'est, moi je lis beaucoup de littérature d'alpinisme, vous voyez les livres derrière moi. Je vais pas parler des premiers alpinistes du 19e siècle parce qu'évidemment là c'est les personnes qui ont fait les premières ascensions des sommets des Alpes, donc forcément il y avait un côté d'exploration, ils savaient pas à quoi s'attendre, on savait pas de quoi étaient faits les glaciers, si c'était dangereux, comment les passer. Il y a même au tout début en fait à Chamonix, avant la première ascension du Mont Blanc, on ne s'aventurait pas en haute montagne. Et là, il y a quand même un truc de mental, maintenant que j'y pense, juste parce que les glaciers, c'était des trucs qui étaient maudits, en fait. Les habitants de la vallée de Chamonix, il faut bien se rendre compte que les glaciers, aujourd'hui, ils ont beaucoup reculé, mais à l'époque, ils arrivaient jusque dans la vallée. Donc c'était plutôt des choses qui faisaient peur. Et la haute montagne était repoussante. Donc là, il y avait déjà cette peur globale de la montagne, parce qu'un environnement de glace, de neige éternelle, de grandes parois abruptes. Donc en fait, c'était un blocage mental au départ qui empêchait les gens, même s'ils avaient la curiosité, d'aller en haute montagne. Il y avait même une croyance qui disait que si on passait la nuit sur un glacier, on mourrait. C'est ce qui a notamment retardé la première du Mont Blanc, parce que pour faire la première du Mont Blanc, en fait, il a fallu passer une nuit sur la voie normale, parce que c'était impossible de faire l'aller-retour dans la journée. Mais à l'époque, les croyances, c'était on meurt si on reste une nuit sur un glacier. Donc comme quoi, il y avait quand même des choses ancrées, des blocages psychologiques, superstitieux, qui ont empêché pendant longtemps d'aller en montagne. Mais là, moi, je veux parler plutôt du siècle, du XXe siècle, en fait. Là où il y a les grandes réalisations qui sont arrivées, avec l'alpinisme de difficulté, donc pas seulement de gravir des montagnes par leur voie leur plus facile, mais d'aller chercher des passages plus difficiles. J'avais parlé l'autre jour il y a 2 semaines, du 6e degré. Donc toute cette période-là, où il y a une forte émulation autour de l'escalade, de repousser les limites, et de faire des trucs de fou. Et le truc, c'est qu'en montagne, en falaise, quand tu fais de la couenne, si à un moment t'as une baisse de morale, de mental, t'es fatigué, t'as un peu peur, tu peux redescendre et reposer pied par terre. Quand t'es dans une grande voie en montagne, t'as pas 36 000 solutions. Si t'es pris dans un orage, s'il y a une chute de rocher, s'il y a une avalanche, s'il y a une forte averse, t'es piégé, donc il faut des ressources mentales pour pouvoir résister et s'en sortir. Et en fait, quand tu lis les récits des alpinistes du XXe siècle, les mecs, ils sont dans des situations terribles, ils frôlent la mort très régulièrement. Et pourtant, il y a quand même un espèce de recul et de prendre ça avec philo. Et t'as même l'impression, tu lis des gars, ils disent, ouais, pendant 5 jours, ils ont bouffé 2 carrés de chocolat et ils ont bu 1 litre d'eau à 2, quoi. J'exagère qu'à peine. Et donc là, tu dis, ouais, le mental des gars et tout, c'est un truc de fou. Mais en fait, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. C'était des gens qui avaient connu la guerre, déjà, soit la première, soit la deuxième, qui avaient pour la plupart pris part au combat, et aussi c'était des gens qui avaient des métiers manuels très difficiles. Ils vivaient, tu vois, les guides de cette époque-là, ils étaient aussi paysans dans la vallée de Chamonix ou dans d'autres vallées dans le reste de l'Europe. Donc ils avaient déjà des métiers, des conditions de vie très difficiles. Et quand tu as connu la guerre, etc., ça te donne aussi des ressources mentales. Donc quand tu lis des récits d'alpinistes de cette époque-là, t'es vraiment impressionné par les ressources mentales qu'ils arrivent à sortir pour pas paniquer, pour rester focus, pour se dire on va survivre. Alors bien sûr, ils écrivent les livres a posteriori, donc t'as pas... peut-être que dans le moment, ils paniquaient un peu plus que ce qu'ils veulent bien raconter après. Mais quand même, c'était des gars à l'époque, ils étaient faits d'un bois, c'était assez impressionnant quand même, quoi. Est-ce que vous aviez des choses à dire là-dessus? Est-ce qu'il y a des... Et toi, est-ce que t'es descendant de ce genre de personnes? Bah écoute, je pense qu'on est pas forcément du milieu montagnard, parce que moi je viens de l'ouest de la France, mais je pense qu'on a tous dans nos familles des gens, dans nos ancêtres, des gens qui étaient de cette période-là, dont on se dit qu'on pourrait plus avoir le lifestyle d'aujourd'hui. Tu vois, par exemple, mon grand-père, il était en école d'ingénieur et il a raté le concours à une place près, et il est parti faire éleveur de cochons dans le centre de la France, tu vois. Mais c'était à une époque où, tu vois, aujourd'hui, si tu rates un concours et tout, bah, tu vas le repasser.
tu vas pas sortir de ton cadre pour lequel tu t'es destiné forcément, tu vois. Enfin, en tout cas, tu vas pas aller faire une exploitation de fermière à 22 ans, tu vois. Donc, je trouve que dans cette époque-là, il y avait une espèce de force de vie, une force mentale, force physique, mais aussi force mentale de se dire on va sortir des situations et aller en montagne, en fait, pour eux, c'était les vacances, c'était leur sport par rapport à leurs conditions de vie, de travail, qui étaient parfois plus difficiles, quoi. Donc même s'ils se retrouvent dans la merde, qu'ils sont à 2 doigts de la mort, bon, finalement, c'est une aventure limite comme une autre, en fait, tu vois. Ouais, donc, en gros, on pourrait résumer ça par, à l'époque, les hommes étaient quand même vachement plus solides, quoi. Un petit peu, mais c'est surtout qu'ils se posaient pas non plus 50 000 questions, tu vois. Il y a un moment, par exemple, même les grands, Lionel Terré, tout ça, ils ont été mobilisés pendant la guerre. Quand tu lis les mémoires d'un quelqu'un comme Roger Frison-Roche, qui a été le premier guide non chamonnière à être intégré à la compagnie guide de Chamonix, mais qui a eu plein d'autres vies par la suite, qui a été un grand explorateur du Sahara, etc. Ils se posaient pas 50 000 questions sur est-ce que, tu vois, mais qu'on peut se poser aujourd'hui. Parce que déjà, il y avait un manque de confort dans leur vie quotidienne qui leur permettait voilà, en montagne, d'être plus efficace, en fait. Mais c'est clair, et puis... Peut-être que l'appel à la nature était différent. C'était plus d'aller dominer des sommets, quitte à y laisser la vie. Il y avait un côté aventureux qu'on a peut-être perdu avec l'émergence des réseaux sociaux, de la télé, de voir ça dans un écran au lieu de le vivre. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Bah complètement. Et puis, c'est Messner qui disait si t'as pas une notion de danger dans ton escalade ne vaut rien. Ce qu'on a complètement perdu aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait en sorte d'avoir le maximum de sécurité, de plus en plus. Tout doit être de plus en plus aseptisé. Tes points, même en extérieur, en falaise, ils doivent être de plus en plus resserrés, de plus en plus rapprochés. Et ça se perd complètement. On le voit, enfin, aujourd'hui, il n'y a plus une voie qui est équipée aujourd'hui qui a un espacement entre les points comme on retrouvait au siècle dernier. Ça, on pourra en reparler un petit peu plus tard de cet espacement, mais c'est quelque chose qui s'est complètement perdu. La notion d'aventure et de danger, aujourd'hui, on fait tout pour qu'elle n'existe plus. Si, elle existe encore, mais dans l'alpinisme de très haut niveau, en fait. Moi, c'est pas pour dénigrer les grimpeurs d'aujourd'hui. T'as encore les alpinistes qui vraiment mettent leur vie en jeu, qui sont vraiment sur le fil du rasoir. Simplement, à l'époque, c'était plus généralisé. Et t'as dit le bon mot, je pense, c'est l'aseptisation. Je pense qu'il y avait une plus grande tolérance au milieu non aseptisé, au milieu dangereux. Le risque était mieux accepté. Et surtout les conséquences. Aujourd'hui, on accepte, mais pas que dans l'escalade, dans le monde classique, on n'accepte plus le risque résiduel, en fait, qui est quand même inhérent à nos pratiques. Et en fait, tout doit être aseptisé et le risque doit être... Enfin, on entend tout le temps le risque zéro, tu vois. Mais à l'époque, on est très très loin du risque zéro. Et donc, ça nécessitait un mental, mais pas que pour les grimpeurs qui allaient faire des trucs très très engagés, parce qu'aujourd'hui, ça existe encore. Mais à l'époque, la moindre course, en réalité, était très engagée, en fait. Même si aujourd'hui, je dis encore, l'alpinisme, ça reste un sport dangereux, quelle que soit la course, quel que soit le niveau. Bien sûr, oui, je parlais vraiment d'escalade. Il y a un truc aussi sur le volet technique, comme j'en parlais dans les précédents lives, le matériel t'obligeait à avoir un mental de fou. Oui. Parce que quand je disais que la corde, tu pouvais pas te fier à la corde, elle était pas dynamique, elle pouvait casser, du coup, là, tu vois, je suis en train de lire un livre de Georges Livanos. Il dit à chaque fois, je fais des traversées sur des pitons qui sont enfoncés que d'1 centimètre. La corde, si on prend un vol, on peut pas trop s'y fier. Il dit on passe en surplomb, mais les étriers à tout moment ils peuvent lâcher. On passe la nuit sur une vire en s'étant assuré, mais en fait à tout moment on peut être balancé dans le vide si jamais le piton se détache et qu'on s'endort et qu'on pèse trop, en fait. À l'époque, quand ils s'assuraient en paroi pour passer la nuit en paroi, le bivouac, ils avaient des assurages tellement merdiques que même s'ils s'endormaient et qu'ils se penchaient en avant avec trop de poids, ça pouvait les arracher de la paroi. Donc tout ça, ça nécessitait un mental, en fait, pour se dire ok, il y a ce risque-là, mais bon, on est en montagne et ce qui compte, c'est qu'on est entre potes et qu'on fait une escalade. Et donc, tu replaces ça dans le contexte d'aujourd'hui, et c'est ça qui est assez cool. Bien sûr, et il y a une autre notion aussi, je pense, dont on ne se rend pas forcément compte au premier abord, c'est l'état de fatigue et l'état de malnutrition que ces mecs pouvaient avoir lorsqu'ils s'apprêtaient à tenter de grandes ascensions. Je
je lisais le bouquin, là, Everest 1953, il n'y a pas longtemps, qui est d'ailleurs excellent, que je recommande à absolument tout le monde qui s'intéresse un petit peu à la grimpe ou à l'alpinisme, qui retrace, en fait, si tu veux, la première ascension, donc revendiquée de l'Everest par les Britanniques en 1953. Et en fait, dans ce livre, ce qui est assez dingue, c'est qu'ils expliquent que sur l'Everest, donc au siècle dernier, une boîte de sardines, c'est un repas de roi. Au point que lorsqu'ils en trouvent, par exemple sur un ancien camp qu'une expédition précédente a oublié, ils se le cachent pour eux. Ils veulent même pas le partager avec leurs copains, tellement c'est incroyable de trouver une boîte de sardines. Alors que, enfin je sais pas vous, mais pour moi, si mon repas c'est une boîte de sardines, c'est un peu un repas de la S, quoi. On est tous un peu en train d'essayer... Non mais c'est vrai. Si je mange juste une boîte de sardines, j'ai un peu le seum. Parce que voilà, aujourd'hui, il faut tout optimiser, la nutrition doit être impeccable, on va faire attention à ces grammes de protéines, à combien on a de glucides, patati patati patata, alors qu'à l'époque, ils en avaient absolument rien à branler. Genre, même du nombre de calories qu'ils pouvaient ingérer, etc. Et c'était juste, est-ce qu'on a à manger ou pas ? C'est clairement, et souvent ils réduisaient au maximum les vivres en se disant bon, on va faire la voie en 2 jours. Du coup, ils prennent vraiment une tablette de chocolat, 1 litre d'eau pour 2. Ouais. Non, là, je lisais, tu vois, Livanos, et le mec il disait ok, on part pour 3 jours dans la paroi, mais on prend 1 litre d'eau pour 2 pour s'alléger au maximum. Donc tu te rends compte de partir dans un truc, t'as 1 litre d'eau pour 2 pour 3 jours. C'est ce que je vois dans le live. Degré. Non mais 3 jours d'escalade dans le 6e degré qui est à l'époque le niveau max, dans les Dolomites, dans une des parois les plus difficiles à cette époque-là. Donc déjà juste de partir, aujourd'hui effectivement, t'as des barres, t'as des gels, t'as de la nutrition légère et tout. Donc en fait, le matériel faisait que l'engagement global en fait était plus important, sans vouloir dénigrer. Et aujourd'hui il y a des gens qui engagent vraiment très fort sur des ascensions. Mais à l'époque l'engagement était chaque compartiment de ton ascension, augmenter l'engagement. La bouffe, tu pouvais pas trop emporter, sinon ça t'alourdissait. Le matos, qui était beaucoup moins fiable qu'aujourd'hui, et qui était hyper lourd en plus, donc ça te ralentissait dans tes mouvements, etc. La technique d'escalade pure, qui n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui, et les aléas météo. Tu avais beaucoup moins bonnes prédictions météo qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu sais qu'il va y avoir une dépression, tu vas te la prendre sur la gueule, tu vas pas aller faire une grande voie dans le massif du Mont Blanc. À l'époque, il leur dit ouais, bah, le beau il doit durer 2 jours, tu vois, bon, ils y vont, ils prennent un orage de ouf, donc tu as les éclairs qui tombent, tu vois, il manque de se faire griller sur place. Donc c'est des récits de fou en fait. Et le mental joue un grand rôle. Et justement, pour montrer les différentes perceptions aussi de qui avait un gros mental, enfin, il y a Walter Bonatti. Walter Bonatti, c'est un des plus grands alpinistes de tous les temps, qui a une carrière assez courte sur une dizaine d'années, mais qui a réalisé énormément de choses. Donc c'est un guide italien, et qui a fait beaucoup de choses dans le massif du Mont Blanc, aussi en Himalaya. Et en fait, il était tellement auréolé, il avait fait tellement de trucs difficiles, souvent en solitaire, il s'en était toujours très bien sorti. En fait, il était tellement auréolé comme étant un guide invincible, en fait, une légende de la montagne, que du coup, il était presque idolâtré par les autres. Et donc, il y a un épisode assez dramatiquement célèbre, qui s'appelle la tragédie du pilier du Fresnay, en 1961. T'as donc Bonatti qui emmène deux amis qui sont ses clients, mais qui sont ses amis, faire ce pilier central du Fresnay sur la face italienne du Mont Blanc, qui restait le dernier grand problème du massif du Mont Blanc à cette époque-là. Et tu as une cordée française qui est composée de Pierre Mazot, qui est un grand grimpeur parisien des années 40, 50, 60, qui est accompagné de trois de ses amis. Et en fait, ils vont se rejoindre à un bivouac, ils vont partir ensemble faire la course, mais va y avoir, alors qu'on est en plein mois de juillet, il faisait grand beau, il y a une énorme tempête imprévue qui se déclenche, et la cordée est en perdition dans le pilier. Ils descendent, mais il n'y a que Bonatti, Mazot et un autre Italien qui vont survivre. Les 3 autres Français et Andrea Oggioni, côté italien, vont mourir. Donc ça va être une énorme catastrophe et un drame humain immense. Et en fait, quand tu lis le récit de Mazot, de cette époque-là, il dit, quand il voit Bonatti arriver, il dit « Ok, c'est sûr, on va réussir le pilier, parce que nous, on est bon, mais on est... » Voilà, mais si on fait cordée avec Bonatti, c'est sûr on va réussir parce que c'est Bonatti. Et quand ça a commencé à merder, quand il a commencé à avoir l'orage, etc., c'est Bonatti, vu que c'était le seul qui était guide de haute montagne en fait dans ce groupe-là, qui va prendre l'initiative de tirer des rappels dans la tempête, qui va se fier à son instinct, qui va prendre les devants. Et en fait pour Mazot, il disait « Non mais j'ai fait confiance à Bonatti, je savais que
la seule chance que je m'en sorte dans cette situation-là, c'est parce qu'on est avec Bonatti. Parce qu'il a cette aura de grand guide qui a toujours son sang-froid. Donc lui va s'en tirer, mais plein d'autres vont mourir. C'est pas de la faute de Bonatti, hein, c'est juste que c'était vraiment, les conditions étaient vraiment trop engagées. Mais en fait, Bonatti, lui, quand tu lis son récit de ses ascensions, en fait, la plupart du temps, il est à la limite de la limite de la limite. Lui-même est pas du tout serein, mais il a une telle force mentale où il se dit en fait, c'est hors de question que je meure en montagne. Et donc à chaque fois, tant que tu lis toutes ces ascensions, toutes ces grandes réalisations qui l'ont porté au sommet de sa gloire et qui en 61, aux yeux de Mazo, en font une idole et un mec qui peut pas, avec qui il peut rien se passer de mal en montagne. Le mec est invincible en fait. Mais tout ce qui a amené à ce statut, en fait, tu te rends compte que Bonatti à chaque fois il était à la limite. Il était vraiment pas serein. Il a manqué de, ça se termine mal plusieurs fois, mais il était dans un tel engrenage mental de se dire faut que je retourne chez moi, je vais pas mourir en montagne, je veux pas mourir en montagne. Ce qui lui a aussi permis de s'arrêter entre guillemets à temps, parce qu'il faisait des ascensions vraiment très engagées pour l'époque, et il s'est arrêté au bout de 11-12 ans de carrière, alors que tout le monde se disait bah il a 35 ans, il peut encore continuer longtemps. Et lui a dit non, il a dit stop, parce qu'il savait qu'en fait où était la limite. Mais je trouvais intéressant, tu vois, qu'un gars qui est perçu comme l'assurance touriste qui a une sortie en montagne, le guide légendaire avec un sang-froid exceptionnel, en fait lui-même est pas du tout serein, tu vois. Mais il refuse de mourir en montagne, il refuse d'abandonner, et c'est en fait mais fondamentalement il est pas doté d'un sang-froid et d'un je m'en bats les couilles légendaire, tu vois. C'est juste que il est motivé à s'en sortir. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme c'est un peu comme Alain Robert aujourd'hui. Alain Robert, moi, ce qui m'impressionne avec ce mec, là, il a 62, bientôt 63 ans, si je dis pas de bêtises, et le gars s'arrête pas, en fait. Alors qu'il a plus rien à prouver. En solo, il a fait les trucs les plus dingues, que ce soit en rocher, il a fait toutes les tours les plus difficiles qui existent, et il continue. Et Alain, ce qu'il explique assez souvent, c'est exactement de la même manière que lui, il flirte vraiment avec ses limites, où il n'est pas serein. Il prend aucune marge de sécurité, et sur quasiment tous ses solos, limite, il ne sait pas s'il va s'en sortir. Encore aujourd'hui, même si c'est des trucs qu'il pouvait randonner quand il était 20 ans plus jeune, il continue de les faire, alors que bon, il se dit, pas sûr qu'il s'en sorte, quoi. Et je pense que ça, c'est des gens... Est-ce que Ouais, Baptiste. Vas-y, continue. Non, mais je disais, pour moi, ça, c'est des gens qui ont réussi, genre, à pousser le mental au point... Je sais même pas trop comment dire, mais... Tu sais, En plus, à ses débuts, il était tombé, à ses débuts en solo. Oui. Il avait fait une chute de 15 mètres. Il s'est brisé les poignets, je crois. Il avait les poignets, les chevilles, ou un truc comme ça. Il a eu 2 accidents en 1982, dont un particulièrement grave qui l'a laissé très handicapé encore aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, il ne peut pas prendre une inversée. Des inversées, c'est quand même plutôt pratique en escalade. Mais bref, et justement, au niveau du mental, pour moi, tu n'as pas de meilleur exemple qu'Alain Robert. C'est le GOAT, tu vois. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment du mental ou c'est une pathologie pour la prise de risque? Parce qu'on pourrait s'étonner, tu vois, quand on reprend... merde, comment il s'appelle? Celui qui a fait Free Solo. Alex Honnold. Alex Honnold, tu vois, il y a eu des études sur lui et il montrait qu'il avait des parties du cerveau, enfin celle de la peur l'amygdale, mais non, de l'appréhension du vide qui était complètement inactive. Non, justement, non. Justement, ils ont testé de faire des études et ça a montré qu'en fait, il était à peu près normal. C'est un tout petit peu moins que la moyenne, mais rien d'alarmant. C'est pas comme si c'était complètement déconnecté. Et d'ailleurs, quand tu lis les bouquins d'Alex Honnold, il le dit clairement, qu'il y a des passages où il se chie dessus, où il a super peur. C'est juste qu'il a appris à maîtriser sa peur. Je pense que dans les grimpeurs de très haut niveau, ils sont conscients en fait du niveau d'engagement qu'ils y mettent. Même encore aujourd'hui, ils sont conscients du niveau d'engagement. Des fois, ça passe pas parce que c'est comme ça, les conditions font que ça passe pas. Mais tu vois, quand tu lis Bonatti, il était toujours conscient du niveau d'engagement dans lequel il s'engageait. Et après, il était guide. En fait, vu qu'il avait fait plein d'ascensions dont il s'était sorti, qui étaient considérées comme des monuments, des chefs-d'œuvre très engagés à l'époque, il avait une sorte de le gars a un sang-froid légendaire et tout. Mais quand tu lis lui ce qu'il a bien voulu raconter dans ses récits,
il dit pas, j'étais le mec super serein et c'est tranquille, tu vois. Il disait, c'était engagé. Mais il avait un truc dans son cerveau qui le faisait continuer tout coûte que coûte et passer des passages où il aurait pu très bien, tu vois, manquer de physique et puis lâcher et être projeté dans le vide. Et il s'est accroché et il a dit parce que c'est hors de question que je rentre pas dans la vallée, tu vois. Mais ça, je trouve que c'est un exemple de mental à cette époque-là, donc on parle des années 50-60, très intéressant. Mais je pense que, ouais, même Alex Honnold ou Alain Robert, ils sont conscients du niveau d'engagement qu'ils ont. Après, c'est... justement, la question, c'est à quel moment tu t'arrêtes, à quel moment t'arrêtes d'autant engager. Tu vois, Bonatti, lui, il l'a fait très jeune, alors qu'à cette époque-là, les mecs continuaient, tu vois, tant qu'ils se sentaient capables, ils continuaient. Mais il a dit, je suis au top de ma carrière, au top de ma forme, j'arrête, tu vois. Parce que il disait peut-être que dans 1 an ou 2 ans, ça va plus passer. Après, est-ce que tu prends la décision d'arrêter ou pas, tu vois. Ouais, ce que fait pas là. Il y a une petite question du chat, on va la prendre. Est-ce que vous pensez, justement, on a parlé d'Alain Robert, est-ce qu'Alain Robert va s'arrêter avant de mourir en tombant? Comment est-ce que ça doit se finir, cette histoire, quand on est un grimpeur légendaire de solo? Alors, déjà, ce qui est assez triste avec les grimpeurs légendaires de solo, c'est qu'en général, on a vu qu'ils ne meurent pas en faisant du solo, à part quelques-uns à qui c'est arrivé malheureusement. Mais la plupart des très très forts grimpeurs soloistes meurent de manière accidentelle, très dommageable, beaucoup plus triste, et pas dans une sorte d'exploit héroïque, à part peut-être... comment il s'appelle? C'est pas grave. Non, mais, ouais, je crois l'exemple que j'ai, c'est Dean Potter, mais je crois qu'il est tombé en wingsuit. Ouais, mais Dean Potter, pareil. En wingsuit, non, il est mort. Mais sauf que c'est pas de l'escalade, mais c'est quand même un sport à forte adrénaline, tu vois. Donc tu te poses aussi la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi une addiction à l'adrénaline et au très haut risque? Bien sûr. Bien sûr. Mais bon, tu regardes Edlinger qui était le dieu du solo dans ses escaliers. C'est affreusement triste. C'est d'une tristesse absolue. Tu regardes, comment il s'appelle, The Alpiniste. Putain, je donnais son nom tout à l'heure en plus. Marc-André Leclerc. Marc-André Leclerc. Il a fait les solos parmi les plus fous. Il meurt par une avalanche. Donc malheureusement, c'est con. La plupart des soloistes ne meurent pas en pratiquant du solo. Après, avec Alain, quand tu vois qu'il ne s'arrête pas, oui, ta question est tout à fait légitime. Et moi, pour lui, j'espère de tout cœur qu'à un moment, il va se dire que c'est bon, quoi. Et qu'il continuera de profiter à Bali, à vivre la belle vie. Voilà, j'espère qu'il aura le mental de s'arrêter au bon moment et pas qu'on ait une mauvaise nouvelle dans les journaux d'escalade. On va passer à ta catégorie, à ta rubrique, Jean Papel. Grimpe et controverse, tu veux nous parler du mental. L'escalade est-il un sport de guerrier? Qu'est-ce que tu as envie de nous parler aujourd'hui et quel est ton avis sur ça? Justement, c'est extrêmement intéressant qu'on puisse faire du coup le parallèle avec ça. C'est qu'une des choses que j'allais dire, c'est qu'en escalade, le mental, c'est en même temps extrêmement important pour pouvoir envoyer fort et pour aller grimper, mais aussi de savoir s'arrêter. Parce que fondamentalement, si tu es un grimpeur, ce que tu veux, c'est pouvoir grimper le plus longtemps possible et essayer de ne pas te blesser. Et je pense que le mental que ça demande de t'envoyer fort dans un projet, il est tout aussi important de savoir te dire stop, t'as trop fait, t'as trop forcé, il faut savoir se reposer. On en voit combien, des gens, ils sont un peu blessés à l'épaule, un peu blessés au coude, un peu blessés je sais pas où, et ils se disent ah non, faut surtout continuer, il faut que je continue de m'entraîner, nanana. Sauf que avoir un vrai mental solide, avoir un vrai mental de guerrier, c'est savoir aussi se dire ok, là le corps il a besoin d'une petite pause, là je vais prendre juste un petit moment. Juste pour me refaire, et ça demande un effort aussi de savoir s'arrêter. Mais du coup, ce que je voulais dire par l'escalade, c'est un sport de guerrier, c'est ce bouquin que je dois avoir juste derrière moi, je pense, voilà, il est juste là. Est-ce que vous avez lu ce bouquin-là, les gars? Je ne sais pas si vous le voyez sur le live, on l'aura à la caméra. C'est de Arnaud Ilnier, La Voix des guerriers du rocher. Vous l'avez lu ou pas du tout? Non. Non, c'est excellent. Non, pas du tout.
C'est excellent. À tous nos auditeurs, lisez ce bouquin si vous aimez la grimpe. Et bref, en gros, l'escalade, c'est un sport extrêmement particulier parce que c'est un sport qui va te demander, sur une même voie, en même temps, sur certaines sections, de partir à la bagarre. Tu vois, tu es dans un crux ou tu es dans un passage difficile, quel que soit, faut aller se bagarrer. Tu dois vraiment tout envoyer, mettre toute la force physique que tu as, etc. pour pouvoir passer le passage. Et juste après, pouvoir réussir à te poser, presque à méditer, si tu veux, sur une petite zone de repos où tu souffles un petit coup. Et juste après, il faut retourner à la bagarre. Et en fait, c'est ça qui est assez difficile avec la grimpe. C'est cette alternance entre zones où tu dois tout envoyer, te mettre à fond, te refaire, te calmer, mais vraiment en quelques secondes, parce que si tu n'arrives pas à te calmer assez vite, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas trop stresser sur tes prises, tu vas complètement dober et tu vas tomber. Donc tu es vraiment obligé de réussir à te canaliser, à te poser. Et par contre, dès que tu as fini de te poser, faut réenvoyer la bagarre. Et c'est pour ça que la grimpe, c'est assez complexe. Je sais pas, imaginons que tu fasses, je sais pas moi, du développé couché. Imaginons, je sais pas, ta série de 6 répétitions à faire, tu te mets des grosses claques sur la tête, c'est la bagarre pendant 20 secondes et c'est fini, t'as reposé ta barre. Si tu fais de la méditation, t'es dans un autre mood où tu vas te poser tranquillement, laisser venir ça. Et la grimpe, ça a ce truc, mais extrêmement particulier de demander vraiment les deux. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut vraiment dire que c'est une discipline de guerrier, parce qu'un guerrier, c'est ça. Lorsqu'il va à la bataille, il doit être serein avant de partir se battre, mais lorsqu'il faut sortir le katana, c'est con, j'ai pas la machette, j'aurais dû sortir la machette pour ce plan. Là, il faut tout envoyer. Et moi, je trouve que c'est pour ça que c'est une discipline absolument formidable. Ah, il a sorti le piolet. Là, faut qu'on sorte tous des armes. Faut qu'on sorte tous des armes. C'est bon, j'ai la machette. Oh putain, j'ai rien moi. Ah si, j'ai ma batte de baseball. On a la miniature. L'escalade est un sport de guerrier. Non mais gros, moi je me protège gros, on bat les couilles. Que je sois en campagne ou en ville, j'ai toujours ma petite batte de baseball au cas où. Évidemment, gars. Tout va bien, chat. Tout va bien. Nous sommes juste des hommes. Le chat, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous poser des questions sur le mental en escalade. On est là pour répondre à vos questions en compagnie de Guillaume, journaliste spécialisé dans l'alpinisme, Papel, youtubeur spécialisé dans les histoires de grimpeurs, et moi, fondateur de la marque d'escalade Nival et du collectif Côté Bloc. Papel, tu as des choses à rajouter sur cette partie? Ouais, complètement. Et ce que j'allais dire, c'est que si vous voulez progresser en escalade, votre mental, il va être absolument primordial parce que tu peux avoir le physique que tu veux, tu peux avoir la technique que tu veux. Si à un moment, tu n'arrives pas à passer le point et que tu as trop peur, dès lors que tu as dépassé ta dégaine, t'enchaîneras jamais, tu vois. C'est impossible. Alors que tu peux prendre un mec qui n'est pas le plus fort, qui n'est pas le plus technique, mais qui arrive à tout donner sur sa voie, il pourra faire des trucs incroyables. Et une petite histoire que j'avais envie de raconter, j'ai un de mes potes là, avec qui j'étais à La Réunion, il avait vraiment envie de passer une 7A, tu vois. C'était son objectif, passer sa 7A à La Réunion, parce qu'il avait réussi à en faire quelques-unes en Asie, mais dans sa tête, il se disait que là-bas, c'était sous-coté, que ça valait pas vraiment la cotation. Et donc, il voulait absolument passer sa 7A à La Réunion. On commence à en travailler une ensemble, et assez vite, il a plus ou moins tous les mouvements, il arrive à tout passer, mais au moment d'enchaîner, impossible. À chaque fois, vers les derniers mouvements, il y a un petit truc qui pinaille. Il se met à stresser, la jambe se met à trembler, alors qu'il a passé le crux, alors qu'il a passé le passage le plus difficile, mais juste, il a trop peur et ça passe plus. Ça passe plus, il panique et il tombe. Alors qu'il a largement le niveau, que ce soit tactique, physique, technique, tout ce que tu veux. C'est juste que mentalement, cette cotation le fait tellement flipper que ça passe pas. Et c'était assez rigolo parce que je vous parlais là tout à l'heure, un petit peu avant qu'on lance le record, de la nouvelle voie là qu'on a été testée. On ne sait pas si c'est 6C, si c'est plus 7A. Et ben, cette voie, il l'a enchaînée.
assez rapidement. Alors que si ça se trouve, ça va être un CETA. Mais vu que lui, il savait pas que c'était un CETA, bah ça a été tranquille. Après, on sait pas encore. On sait pas encore. Le topo est pas sorti. On verra bien. Mais il y a largement un monde où, bah en fait, c'était une CETA. Il l'a fait sans même le savoir parce qu'il n'avait pas cette appréhension de la cotation qu'il faisait complètement baliser. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Est-ce que vous avez eu un peu pareil sur une certaine cote où, au moment de devoir envoyer, au moment d'aller grimper ça, vous vous dites « Ah ouais, non, ça c'est un petit peu trop chaud pour moi, je sais pas si ça va le faire. » Non, pas forcément. Moi, je me souviens au Vietnam, c'était peut-être ma 2e année de grimpe et je voulais absolument faire un 6C. Tu vois, les 6B, Ouais. c'était OK. Mais le 6C, c'était quand même le palier où il fallait avoir le bagage technique, le bagage physique et le bagage endurance. Et j'ai pas eu ce problème. Par contre, on est allé une journée où on m'a annoncé qu'il y avait un groupe d'amis qui allait bosser un 6C. Donc, j'y suis allé avec eux. J'ai passé toute la journée. J'ai travaillé tous les mouvements. J'ai passé des heures et des heures dans la voie. Mais à la fin, à la toute fin, je l'ai passé. Mais ça ne m'a pas fait plus peur que ça. Après, j'ai toujours eu un bon mental, en tout cas un esprit compétitif. Et quand on parle de mental, je pense aussi ça se rapproche de la compétition, comme tous les athlètes. Tu vois, ça va se définir aussi à la capacité à combattre ses propres démons, ses propres peurs pour se surpasser dans des moments où on a besoin d'avoir la petite fulgurance en plus, le petit état d'éveil. Tu vois, on parle aussi de flow, tu vois, que ce soit dans les sports de course, les sports de montagne. Il faut réussir à se canaliser pour dérouler et arriver à faire le vide. Et je pense que ça, c'est des trucs qui se travaillent avec l'aspect psychologique. Parce que pour moi, je pense que le mental, c'est aussi de la psychologie. Et comment appréhender son corps, ses envies et sa manière de grimper. Toi, Guillaume, c'est quoi ton avis sur ce sujet-là? Non, moi je trouve assez intéressant le fait de se dire, tu vois, d'être bloqué par rapport à un truc, un palier mythique où tu te dis, genre, en vrai, c'est juste un niveau ou un chiffre, tu vois. Je pense que faut plus se fier effectivement à l'expérience de ce que tu ressens vraiment. Est-ce que c'est tes capacités? Est-ce que t'es en danger entre guillemets? Est-ce que c'est vraiment trop max ou pas? Tu vois, je peux faire un parallèle avec le surf. Moi, si on me dit qu'il y a 2,50 m, tu vois, je vais pas y aller. Parce que pour moi, 2,50 m, c'est trop gros pour moi. Mais peut-être que dans une certaine configuration d'un spot où en fait c'est 2,50 m, mais qui referment pas de ouf comme ça, qui sont plutôt mous, et où en vrai le riff il est pas à 50 cm sous la surface de l'eau, ben peut-être que là ça va pas me poser de problème, tu vois. Alors que si on me dit ouais, il y a 2,50 m, je vais me dire c'est mort, je vais pas y aller, quoi. Ouais. Tu vois. Okay. Donc pour moi ça dépend aussi de la configuration et d'être sur place et de vraiment voir si ça correspond à tes capacités ou pas. Mais je pense que le blocage par rapport à un niveau, un chiffre ou tu vois, en alpinisme un sommet légendaire où tu te dis ouais, ça c'est pas à mon niveau, mais peut-être qu'il faut regarder, mais c'est pas forcément mais donc là-dessus sur les blocages, tu vois, mentaux par rapport à une difficulté donnée d'avance, je suis assez d'accord avec toi. Sur les sports outdoor en tout cas, ça peut jouer une grosse partie du truc. Moi, j'ai pas ce truc-là, hein. Moi, c'est plutôt l'inverse. C'est plus le bloc est dur, plus la cotation est difficile, plus j'aurais envie d'aller me bagarrer et de donner le meilleur de moi-même. Après, si j'ai des limites, je pense que c'est plutôt des limites que je vais me dire physiques, où j'ai pas assez bossé, je me suis pas assez entraîné, donc c'est normal que je passe pas ce niveau-là, mais au moins j'aurais essayé d'y aller. En tout cas, la cotation ne me fait pas peur. Après, c'est la résilience qui fait aussi Bien sûr. que tu vas faire des fulgurances. Ouais. Tu voulais rajouter un truc, Papel, avant qu'on passe à ta deuxième rubrique? Moi, je dirais que ça, je l'ai, cette appréhension de la cotation sur le niveau à vue. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche forcément à grimper les côtes les plus dures, je m'en fous un peu. Par contre, j'adore la grimpe à vue. Vraiment, c'est là où je me sens trop bien, où je kiffe trop ma grimpe. Et je sais que mon premier objectif lorsque j'ai démarré la grimpe, c'était de passer du 6B à vue. Et lorsque j'ai fait mes premières tentatives, à chaque fois je balisais, quoi. Genre, j'étais beaucoup trop stressé.
me dire qu'il fallait absolument que je réussisse. Et par contre, dès que j'ai passé le premier, ça a été beaucoup plus tranquille pour tous les autres. Et maintenant, je sais que si je vais dans un 6B, il y a quand même assez peu de chances que je tombe dedans parce que je suis vraiment tranquille. Par contre, maintenant, forcément, j'ai envie de faire du 6C à vue et ça me fait pareil. Là, ça fait 3, 4, 5 peut-être 6C que je tente à vue, où je vais tomber 1 ou 2 fois dedans, je redescends, je l'enchaîne après, mais ça passe pas à vue. Et j'espère me dire que ça va être pareil, je vais réussir à en passer un, et ensuite ça ira mieux, et ça va faire pareil avec le CETA, on verra. Après, c'est peut-être aussi que c'est juste plus dur, et que j'ai pas encore le niveau, je sais pas. Mais moi, j'ai ça avec le à vue. En tout cas, à travailler. Clickbait ou pas, tu avais une petite proposition putaclic pour ce podcast. Quelle est-elle, Papel? Ouais, c'était plus qu'une proposition, c'était vraiment une discussion. En gros, oui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, justement, pour éviter une partie mentale que demande le fait de grimper en tête, qui grimpent beaucoup en moulinette. Et on voit beaucoup de gens, notamment, qui donnent leur niveau en tête et en moulinette. Pour les OGs de la papellerie... Ça n'existe pas, ça. Qui regardent mes vidéos, ils savent très bien ce que je pense là-dessus. Pour moi, c'est complètement stupide. Enfin, ça n'a pas de sens de donner ton niveau en tête et en moulinette. Ce qui compte, c'est ton niveau après travail et ton niveau à vue. Parce que ton niveau en moule, ça va te donner une fausse impression de maîtrise. Mais, pour autant, moi, je ne suis pas un anti-moule. Je ne le suis plus. J'ai peut-être pu l'être pendant un petit moment, mais c'est plus le cas. Et en gros, c'était juste histoire qu'on parle un petit peu de la moulinette. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en faites? Est-ce que vous êtes plutôt pour ça, plutôt contre Juste qu'on discute un petit peu de la moule. C'est vachement engagé. Pour ou contre la moulinette? Ouais, non, pas forcément pour ou contre. On n'est pas non plus dans un débat. C'est pas avec ça qu'on va se faire cancel, Papel. Un c'est- peu d'effort, putain, sur les sujets polémiques, parce que là. J'avoue, c'est pas assez putaclic. Putain, j'avoue. Bon, est-ce que la moulinette, c'est pour les grosses tapettes? Ou, si on est un vrai homme, est-ce qu'on fait que de la tête? Non, mais je pense qu'il en faut pour tout le monde, tu vois. Forcément, la première fois que je suis allé en falaise, j'ai pas fait de la tête. Après, c'est sûr que le sentiment d'être en tête, de mettre les dégaines, de mettre la corde, c'est quand même plus... C'est plus ouf, enfin, c'est plus intéressant. Mais est-ce que tu peux vraiment progresser en faisant que de la tête et jamais de la moulinette? Bon, la moulinette, je pense que... en tout cas, moi, quand j'ai commencé l'escalade en falaise, je suis allé directement en tête. Je m'étais entraîné en intérieur. J'ai jamais fait de la moulinette. Peut-être en intérieur, justement, avec les enrouleurs. Ça, j'aime plutôt cette discipline pour entraîner ma résie. Mais sinon, après, je pense que la moulinette, c'est un petit peu le vecteur de découverte du caillou pour les débutants. Je pense que c'est rassurant de se mettre en moulinette pour pouvoir justement travailler son mental, l'appréhension du vide et commencer à avoir une relation avec le rocher. Tout à fait. Et je suis totalement pour la moulinette. Oui, moi aussi. Pour les gens qui débutent. Mais après, si tu t'attardes, en fait, si tu as un niveau 6B moulinette, tu peux être capable de commencer à faire des 5C en voie et en toute sécurité, tu vois, sans te faire des grosses frayeurs. On est tout à fait d'accord. Après, il faut vite passer le cap, car la pureté de la grimpe, ça reste l'escalade sportive. Après, ceux qui veulent juste kiffer l'escalade, passer du moment avec un groupe d'amis, pourquoi pas. Après, tu vois, moi j'ai déjà fait beaucoup de sorties avec des débutants. Il n'y avait qu'un seul mec qui savait faire de la tête, c'était moi. C'est moi qui manquillais à installer toutes les moulinettes pour les débutants. Donc, et après, moi, il n'y avait personne pour m'assurer. Donc, non, en fait, je suis contre. Je suis totalement contre la moulinette. Les gars, pour partager l'escalade, il faut apprendre à tout pouvoir faire. Et ça reste un sport de partage, donc ne laissez pas les gens en tête tout seuls. Et passer du côté lumineux de la force, c'est-à-dire l'escalade sportive. C'est clair. Non, moi je suis assez d'accord avec toi. Disons que je pense que la moulinette, c'est très bien pour débuter, mais pour débuter, quoi. Faut pas y rester trop longtemps, parce que plus tu vas rester longtemps en moulinette, déjà, plus tu auras peur d'aller en tête.
Je veux dire, quand tu commences, t'as peur d'à peu près tout. Moi, le premier, hein, j'avais le vertige, j'avais peur de la hauteur, j'avais peur de tomber. J'étais un gros flippé et il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, tout de suite, je me suis dit, je vais passer en tête. Et oui, quand j'ai commencé, j'avais l'impression que la moulinette, c'est un truc qu'il fallait pas faire du tout. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, j'ai un peu changé d'avis là-dessus. Mais parce que je suis complètement à l'aise en tête. Moi, j'ai aucune différence de niveau entre si je suis en tête ou en moulinette. Genre, il n'y a pas un monde où un truc que je passe en moule, je vais pas le passer en tête et inversement. Mais je pense que la moulinette, c'est une très bonne option, par exemple, pour travailler une voix, pour t'échauffer, pour t'entraîner à grimper vite, pour travailler ta technique, pour travailler, si tu veux. C'est un très, 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 très bon entraînement, mais je pense que ça doit pas être une fin en soi. Et je pense que si tu es un grimpeur qui grimpe déjà depuis quelques temps et que tu es encore limité par la moule, là, ce serait peut-être pas mal d'essayer quand même d'apprendre à grimper en tête, ne serait-ce que pour être autonome. Enfin, je veux dire, si tu sais pas grimper en tête, tu dépends des gens, c'est trop chiant. Enfin, tu peux pas juste repérer une voie que tu as envie de faire, aller tester et poser ta moule. Non, mais ça, je suis d'accord sur le fait de savoir grimper Ouais. en tête, tu vois. De savoir faire la manip de relais, ouais, effectivement, pour être autonome. Mais après, quand Mais tu veux même juste de travailler des dépasser voies- les points. Même juste de dépasser les points, tu vois. Ouais. Il y a des... Non, mais après, je suis d'accord, mais quand tu veux travailler pour passer dans un niveau supérieur, ça peut être intéressant quand même, tu vois, si tu veux Oui, aller tâter Oui. des prises de 6C, parce que si t'es genre en... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si tu vas pas aller te balancer dans un niveau dont tu sais que c'est vraiment plus fort que ton niveau, si en plus t'es en tête direct, alors faut pas effectivement faire que... Ouais, mais que comment la tu moule, à un poses moment, la faut moule, y aller en sinon tête. Bah parce que t'es avec Comment un mec tu qui est plus poses- fort que toi. Ah ouais. Ouais, non, au pire, tu tires au clou, enfin... Je vous rappelle En général, que je c'est suis dans ce le que je 5B, fais. moi les gars, hein, le 6C Ouais. c'est encore loin, donc T'as- moi j'ai la perspective, tu vois, du gars, je préfère largement faire de la tête, parce que t'as le sentiment d'autonomie, t'as le sentiment d'être leader, c'est plus sympa, hein, je suis d'accord avec vous. Mais moi aujourd'hui, si je me vois progresser dans un niveau supérieur, je pense que je vais recourir à avoir une corde posée par un mec plus fort que moi, tu vois. Ouais, bah après, ça rejoint ce que dit Papel. Ça doit être un outil d'entraînement, mais pas une finalité. Ah bah non, clairement, soi. tu te lèves pas un matin en disant je vais aller grimper aujourd'hui, je vais faire que de la moule, c'est sûr. Bon les gars, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, mettez-nous un commentaire et surtout, dites-nous ce que vous en pensez de ce format podcast entre grimpeurs tous les lundis à 18h en live sur Instagram et rediffusé sur YouTube. Donc on va reprendre le sujet Crash pas des business, le mental en escalade et l'entrepreneuriat. On y voit des similitudes. En escalade comme en business, le mental est souvent plus déterminant que la technique. Qu'est-ce qui fait la différence? La résilience, la capacité à gérer la pression, l'aptitude à se relever encore et encore, ton instinct à visualiser la suite. C'est un peu ce qu'on retrouve en extérieur, hein, visualiser une voie, et réussir à appréhender des mouvements, jouer dans un échiquier naturel, rester lucide sous tension. Grimper, c'est apprendre à tomber. Entreprendre, c'est apprendre à perdre. Dans les deux cas, le seul échec, c'est d'arrêter. Aujourd'hui, on voit qu'il y a, je pense, moi, la plus grande similitude que je vois entre l'escalade et l'entrepreneuriat. Quand on parle d'entrepreneuriat, on peut aussi parler des freelances, des gens à leur compte, des gens qui font des projets. Entreprendre, les gars, ce n'est pas forcément faire du business et de l'argent, c'est prendre une idée et la mettre dans le concret, dans le réel et faire en sorte qu'elle soit réelle, tout simplement. C'est ça la définition d'entreprendre. Et la similitude que j'avais notifiée, c'est la résilience. Encaisser, analyser, recommencer. En escalade, quand on rate un mouvement, on tombe, on recommence, parfois plusieurs fois, parfois des dizaines de fois, parfois des vingtaines de fois, jusqu'à ce qu'on réussisse un mouvement. C'est ça la résilience, c'est de réussir à se remettre d'aplomb pour réussir et ne jamais s'arrêter. En entrepreneuriat, c'est un petit peu la même chose. Tu testes un produit, une campagne, une idée, ça ne marche jamais du premier coup. Il faut recommencer. Le point commun,
c'est de ne jamais prendre l'échec comme une finalité, mais plutôt comme un apprentissage. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Votre relation à la résilience? Je vous invite à y répondre. On va commencer par Guillaume. Je sais que Papel a très envie d'y répondre parce qu'il est dans son arc entrepreneuriat, création de formation, infoprenariat, je dirais même, pour être plus précis. Guillaume, toi, tu es journaliste donc à ton compte, donc tu es entrepreneur. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vois des similitudes entre toi, l'escalade, et toi en mode chef d'entreprise? Encore une fois, je pense que c'est plutôt un parallèle avec les sports outdoor en général, mais c'est déjà s'adapter aux conditions, tu vois. Tu peux rien se déroule comme tu as prévu, donc il faut essayer de s'adapter et de prendre les bonnes opportunités. Après, d'un point de vue historique aussi, c'est vrai ce que tu dis, il y a une vraie similitude de mental, et d'ailleurs, les grands alpinistes du siècle dernier ont très souvent eu des carrières après entrepreneuriales. Alors certains ont créé des entreprises, souvent dans le milieu de l'outdoor, mais aussi ils ont été conférenciers, ils ont entrepris des livres, des films. Il y avait vraiment cette même mentalité de dire on a des projets et il y a une vitalité vraiment à les réaliser, à se donner toutes les chances pour concrétiser le projet. Et je pense que ça, c'est important. Et quand tu lis aussi la littérature de montagne, à chaque fois, le lexique, c'est projet, entreprise, réussite ou échec, mais à chaque fois, ils en tirent quelque chose. Et ils passent un an peut-être à bosser toute l'année pour s'offrir 3 semaines de vacances pour aller grimper telle voie à tel endroit dont ils rêvent toute l'année. Donc il y a vraiment cette idée d'avoir un objectif en ligne de mire, de travailler, de s'entraîner pour la grimpe, de travailler pour avoir les finances pour pouvoir y aller, pour avoir les 2-3 semaines de vacances nécessaires au projet. Et que même s'il y a l'échec, c'est pas genre putain j'ai fait une année pour rien, j'ai pris... c'est naze, tu vois, ils disent ok j'ai échoué, pourquoi, comment je vais revenir plus fort, et une espèce d'obstination à réussir et à aller au bout de son projet, de son objectif. Donc ça, c'est très présent dans la littérature de montagne du XXe siècle. Et du coup, tu comprends que forcément, ça a été après des bons entrepreneurs, au sens large du terme. Encore une fois, ils n'ont pas tous créé des boîtes, mais ils ont été soit conférenciers, soit vendeurs de bouquins, best-sellers, etc. Ou qu'on crée des musées. Tu vois, Reinhold Messner, il a créé un réseau de musées sur la montagne incroyable. Donc oui, je pense que ça c'est très important et il y a des passerelles évidentes. Toi, Papel, tu es dans ta phase infoprenariat, t'as emménagé à La Réunion dans un nouveau décor, donc un décor pour te poser, entreprendre, retrouver un petit peu la nature, l'escalade dans sa pureté. Surtout pour pas que les impôts le retrouvent dans la forêt. Vivre de l'escalade. Aujourd'hui, vivre de l'escalade, c'est quand même difficile. On est dans une niche. Comment toi, tu transposes un peu la résilience entre l'escalade et ce que tu es en train de faire, l'entrepreneuriat? C'est un petit peu ce que tu disais, hein, que ce soit l'escalade, l'entrepreneuriat, c'est tomber, se relever. Et en fait, je pense qu'en France, on a cette mentalité anti-échec. L'échec, c'est pas bien, tu vois, en France. Si tu as une mauvaise note, un contrôle, tu vas te faire engueuler, tes parents vont pas être contents. Alors que dès que tu veux entreprendre, peu importe ce que ce soit d'aller grimper une voie ou de monter un projet qui soit associatif ou libéral ou ce que tu veux, tu vas te taper des échecs. T'as pas le choix en fait de passer par là. Et en fait, il va y avoir 2 types de personnes. Ceux qui vont se dire j'ai un échec, ok c'est bon, c'est pas fait pour moi, j'arrête, j'abandonne. Et ceux qui vont se dire ok, de cet échec, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, et je continue. Je donnais l'exemple du 6B tout à l'heure à vue. C'est exactement la même chose. Évidemment qu'avant de passer ton premier 6B à vue, tu vas en rater 10. Mais de ces 10 6B que tu as ratés, ça ne veut pas dire que toi tu es nul, ça veut dire que tu apprends, que tu essayes, que tu expérimentes et que tu en ressors un petit peu grandi. C'est exactement la même chose qu'avec YouTube. Quand tes premières vidéos YouTube, elles font 50, 100, 150 vues, c'est un échec, on va pas se mentir. Personne n'a envie de passer 10 heures, 15 heures, 20 heures. C'est rare de passer plus de 20 heures, je pense, sur ses premières vidéos. Mais tu fais 200 vues, c'est nul, c'est éclaté. Mais ça veut pas dire que c'est un échec. Enfin, si, c'en est un. Mais t'apprends.
Tu vois, et je pense que c'est ça qui est extrêmement important, c'est de savoir se remettre en question, savoir te dire, ok, là, ma grimpe, elle a pué la merde. J'ai grimpé comme un pachyderme, c'était moche, c'était dégueulasse. Là, la vidéo que j'ai faite, elle était nulle à chier, elle était éclatée, elle a fait 300-400 vues, c'était tout pourri. Et en fait, l'important, c'est de te dire, ok, c'est pas moi qui suis nul, c'est moi qui suis dans une phase d'apprentissage et qui, du coup, me tape tous ces échecs. Et de ces échecs, je vais devoir réussir à en faire quelque chose pour faire mieux ensuite. Et si tu n'es pas capable de ça, ça va être très, très compliqué. Ça va être très, très, très compliqué, quoi. Mais peu importe ce que tu veux. Je me rappelle de quelqu'un que je connaissais qui prétendait avoir un niveau 7A. On en revient à la moulinette tout à l'heure, mais c'était 7A en moule, en prenant 12 000 secs dans la voie. Elle n'arrivait pas, quoi. Ça marchait pas, mais quand cette personne rencontrait des gens, elle disait, ah bah oui, tranquille, c'est ça. Par contre, ça essayait un 5C en tête, ça y arrivait pas. Et elle n'arrivait pas à se dire qu'elle avait certains efforts à faire parce qu'elle voulait vraiment cette gratification instantanée de j'ai réussi à faire cette cotation comme peuvent l'avoir certains sur telle ou telle vidéo. Je sais pas. Surtout, je pense que c'est une volonté de réussir rapidement, alors que l'escalade ou exactement. Outdoor, vu que tu as une notion d'autonomie, ça t'impose l'apprentissage long. Bah oui, eh ben on voit que être résilient, c'est aussi une force naturelle que tu as ou que tu n'as pas. Et ça peut te servir, que ce soit en escalade ou dans tous tes autres projets. Le fait de se relever justement des échecs, ça va te renforcer. Il y avait cette notion d'antifragilité, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est le fait de se prendre des murs. Parfois, ça va casser des personnes, ça va les briser, ils ne vont plus pouvoir se relever. Mais d'autres, ça va les endurcir, ça va les fortifier, ça va en faire des personnes plus fortes, plus résilientes. Et c'est ce que je vous souhaite, les gars. N'abandonnez jamais. Un deuxième point. Et pensez pas le que dépassement de soi qu'on retrouve. Ouais. Et pensez pas que l'échec, c'est un truc négatif. Moi, bon, j'ai quelques tatouages au-dessus du genou. Je vais pas vous le montrer pour une fois, je suis en jean. Mais moi, j'ai tatoué échec, tu vois, au-dessus de mon genou. Parce que, pour moi, l'échec, c'est trop important. Si t'as pas d'échec, tu fais rien. Ok, Papel nous montrera une photo. J'avais noté 4 similitudes. On en est à la première, les gars. Ce qu'on retrouve aussi dans l'entrepreneuriat et l'escalade, le dépassement de soi, sortir de sa zone de confort en escalade. Faut aller chercher le mouvement qui fait peur, le pas qui te semble impossible. Mais une fois qu'on l'a fait, ça réconforte, mais faut le tenter. En entrepreneuriat, c'est un petit peu la même chose. C'est lancer une idée ambitieuse, se confronter à l'avis du public, démarcher, se persuader d'y croire. Parfois, on se prend des portes, des reproches. On essaye de te tirer vers le bas. Moi, c'est l'une des premières choses. J'avais même pas encore fait les premiers pantalons Nival. J'avais pris mes couilles. J'étais parti au Vietnam avec mes économies pour aller faire les premiers prototypes. Et tu avais un mec, typiquement au RSA qui foutait rien et qui vivotait et qui direct m'a incendié. Tu vois, alors que j'avais encore rien fait, tu vois. Ça y est, on a passé l'heure, ça déborde là. Ça commence à déborder. J'étais juste parti au Vietnam pour faire les pantalons, faire un premier projet entrepreneurial, enfin un nouveau projet entrepreneurial. Et direct, c'était de la méchanceté gratuite. Bien sûr. Des gens qui te mettent des bâtons dans les roues gratuitement. Parce que ça leur fait repenser à leur propre parce que ça leur réveille des frustrations qui leur sont propres. Il faut passer outre de ça. Vous, les gars, qu'est-ce que vous pensez de se dépasser, le dépassement de soi? Est-ce que c'est une similitude entre l'escalade et l'entrepreneuriat? Oui, de ouf. Bah, le sport en général, ouais. Ouais. Pourquoi? Mais parce que si tu travailles pas, si tu justement tu te sors pas de ta zone de confort, tu vas pas évoluer. Alors après, il y a des mecs qui peuvent se contenter de rester. Moi, tu vois, ce que je te disais, je me contente de rester dans un niveau. Je cherche pas forcément la perf. Mais ce que je disais avant qu'on fasse le deuxième clap là, c'est que en gros, il y a des sports qui sont très accessibles où il n'y a pas un chemin d'apprentissage parce qu'il n'y a pas de notion d'autonomie. Mais tous les sports outdoor ont ce point commun qu'il faut être autonome parce que tu es dans un milieu naturel qui a du danger. Et en fait, si tu n'as pas envie de faire le process d'apprentissage, soit tu n'arriveras à rien, soit tu deviendras un cook, enfin quelqu'un qui fait n'importe quoi parce qu'il connaît pas les règles, tu vois. Et du coup, ça nécessite un apprentissage, une initiation.
Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, j'ai l'impression que ce temps est considéré comme ouais, c'est pas possible, je vais pas passer un an à apprendre les codes, l'éthique, les règles de sécu, tu vois, ce qui régit un peu les pratiques de sport outdoor, parce que c'est chiant et que j'ai pas un an à perdre, tu vois. Et je pense que comme dans l'entrepreneuriat, si tu es patient et que tu as vraiment envie de t'initier à ça, pour moi c'est ça, sortir de sa zone de confort, tu vois. C'est de passer du temps à engranger et à faire le chemin d'apprentissage. Et aujourd'hui, tu es dans une société où t'as plus envie de perdre du temps entre guillemets à faire ça, tu vois. Mais je pense que c'est la clé et c'est ce qui te rend aussi heureux quand tu pratiques un sport ou que tu entreprends quelque chose dans ta vie, c'est d'y passer du temps. Et au début, comme disait Papel, tu fais 200 vues sur ta vidéo, mais petit à petit, tu vas augmenter. Et au bout d'un moment, quand tu te retournes 5 ans après, tu dis putain, en fait, c'est stylé ce que j'ai réussi à faire, quoi. Et je pense pareil en escalade. Mais je pense que c'est vraiment une question de temporalité. Est-ce que tu es prêt à l'accepter, tu vois. En tout cas, par rapport à la société actuelle. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Toi, Papel, est-ce que tu te dépasses dans ta vie de tous les jours ou tu as les pieds dans l'eau à la Réunion et tu fumes ta petite cigarette tous les matins avec ton petit café? Les deux, mec. Les deux. Mais c'est pas incompatible, c'est tu l'as mérité, tu te sens bien. Hein. Ouais. Non, moi je suis quelqu'un qui cherche toujours à me dépasser. Dans le sens où je suis un éternel insatisfait et je sais que je le serai toujours. Tu pourrais me mettre 100 000 abonnés demain par exemple sur YouTube, je serais toujours insatisfait et j'essaierai toujours de faire mieux. Parce que ce qui m'apporte du plaisir, ce qui m'apporte de la satisfaction, c'est l'impression d'avoir fait mieux que la veille. C'est l'impression que, peu importe que ce soit ma séance d'entraînement, que ce soit une voix, que ce soit... J'allais dire une dinguerie. Bref. Ça veut dire quoi? Allez, vas-y. Si, on est à 1h07 de live, c'est bon. Rien, on coupe. Il y a 8 personnes. Bref. Que ce soit tous les domaines de sa vie, que ce soit mieux qu'avant, tu vois. Et que je me sente un petit peu progresser là-dedans. Et je suis pas quelqu'un qui cherche à griller les étapes. J'ai pas envie que ça aille super vite. J'ai pas... Moi, j'aime bien cette phrase qui dit « Essaye d'être 1% meilleur que la veille, quoi. » Juste un petit pourcent dans tous tes domaines. Et c'est bon. C'est OK. Mais je pense que c'est l'investissement temporel, tu vois. C'est ça qui fait la différence. C'est est-ce que tu es prêt à vraiment y consacrer du temps et que ça soit pas immédiat en fait, que tu n'aies pas la récompense immédiatement. Mais exactement. Enfin, et de toute façon, faut pas espérer que tu aies la récompense immédiatement. Peu importe le domaine dans lequel tu vas te mettre, si c'est un domaine qui est difficile comme la grimpe ou YouTube, c'est deux domaines qui sont hyper compliqués. Il va falloir être prêt à faire de sacrés efforts où tu n'auras pas les résultats tout de suite du tout. C'est là où ça vient à la troisième similitude, qui est l'engagement. Faut s'engager aussi à être à fond dans son projet, à vouloir progresser, à vouloir vivre les échecs. Ça reprend les points de la résilience du dépassement de soi. Si on ne s'engage pas dans tout ça, on n'avance pas forcément. Tu vois, en escalade, c'est s'engager, dépasser ses peurs de chuter. En entrepreneuriat, c'est un peu différent. C'est investir du temps, de l'argent, de l'énergie, un peu comme la grimpe, sans garantie de réussir ton projet. Tu signes des contrats, tu lances un produit, tu prends des risques, tu perds de l'argent, tu en gagnes. C'est les montagnes russes. En tout cas, l'engagement, pour moi, c'est un point de non-retour. C'est à partir du moment où tu décides que tu vas au bout, tu te fais une promesse à toi-même. Complètement. Tu vois, c'est un moment aussi quand tu as de l'estime de soi, faut se respecter. Et je pense que quand tu ne respectes pas tes promesses, c'est pour ça que moi je fais énormément de promesses. Ça me permet, tu vois, de progresser et de me mettre, tu vois, déjà de me visualiser plus tard pour réussir à atteindre mes objectifs. Et je pense que c'est justement là où on progresse, c'est quand tu n'as plus le choix d'avancer. C'est souvent, tu vois, l'entrepreneuriat ou même les gens qui passent leur projet. Là, on a vu la vidéo de Mejdi à Espantas, tu vois, il le passe le dernier jour quand c'est le dernier moment. Tu vois, c'est ce genre de choses. Et même en entrepreneuriat, c'est souvent quand tu es banqueroute que tu arrives à faire, tu vois, des revirements de situation. Mais c'est l'exposition aussi, tu vois. Quand tu es sans filet, tu vois, tu pourrais dire sur l'intégrale aussi, tu vois. Il y a des moments aussi où t'as pas le droit à l'erreur, dans le sens si tu avais toujours le droit à l'erreur, mais il y a un moment t'es dos au mur où comme les bouquins que je suis en train de lire, tu vois, ils sont sur des pitons enfoncés de ça
Et faut qu'ils y arrivent, quoi. Ils sont tournés vers un truc, faut qu'ils passent. Il y a pas le choix de ne pas passer, quoi. Tu vois. Et donc ça te force aussi à te sortir des capacités que tu n'aurais pas soupçonné que tu peux avoir. Et en vrai, je pense que là, vu comme on est parti, on peut taper le premier podcast de développement personnel de Spotify. Non, mais c'est clair. On est déjà le premier podcast grimpe. Hein. On passe le. C'est bon, on peut le dire, ça on a le droit. Peut-être un petit mot sur l'engagement. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Mais ça veut dire, un moment, même si tu as peur, faut y aller. Je vais vous donner un exemple qui va vous parler. On est au mois de novembre. On est fin novembre. Je suis salarié dans une salle d'escalade. YouTube, ça commence à marchouiller, on va dire, mais bon, c'est vite fait. Et là, on me propose, de manière un peu what the fuck, de venir au salon de l'escalade. Tu vois, je suis ici à La Réunion. Et vraiment, je me pose la question. Dans ma tête, déjà, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas? Je suis là, j'ai commencé les vidéos il y a à peine un an. J'ai absolument pas la légitimité d'y aller, ça me fait peur. Ça veut dire que faut, en gros, que je quitte mon taf, que je prenne un billet d'avion pour aller en métropole, que je m'organise là-bas, etc. Je me dis, wow, quel bordel, quoi. Enfin, et je commence à me dire, est-ce que c'est une bonne idée? Et là, je me dis, mais réfléchis pas. Juste, on te propose ça, tu mets ton cerveau en pause et t'y vas. Et si j'y étais pas allé, on se serait pas rencontrés et ce podcast, enfin, vous l'auriez sûrement fait sans moi, mais moi je serais pas là, tu vois. Et je serais comme un connard à pas être là. Et donc, c'est pour ça, à un moment, que ce soit dans la grimpe, dans l'entrepreneuriat, dans ce que tu veux, tu auras des trucs où tu vas te chier dessus, tu vas avoir super peur. Mais en fait, à un moment, il faut juste que tu mettes ton cerveau sur off, que tu fonces dedans. Et quand je dis foncer, c'est y aller à fond, quoi. Pense pas aux conséquences. Il va rien t'arriver de grave. Au pire, tu te plantes, c'est pas grave. On a vu tout à l'heure l'échec, c'est pas un problème. Mais tu le fais à fond. Et c'est comme ça que tu pourras avoir des résultats. C'est comme ça que tu auras des bonnes choses qui pourront t'arriver. Parce que si tu restes là à te dire oui, mais parce que si, et puis ça, et puis c'est pas le bon moment, et puis là, je suis pas prêt, ça marchera pas. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Ça va pas le faire. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Il Ouais. faut aller all-in, il faut prendre les risques de réussir et c'est ceux qui vont en prendre le plus qui iront le plus loin. Hein. Moi, j'avais annoncé. En fait, j'ai toujours conditionné mon cerveau dans l'idée de faire la plus grande marque française. Ouais. Tu vois, il n'y avait pas un moment où j'ai lancé Nival sans me dire ça. Et je sais que ça va prendre des années. Tout comme l'escalade, ceux qui veulent atteindre un niveau excellent vont prendre des années et des années à atteindre le palier, je ne sais pas, des 8 ou même du 9. Donc pour moi, tu vois, Nival, c'est un projet, honnêtement, c'est un projet 9 à plus. Si je pouvais le mettre à une échelle de cotation, ça va être très très dur. Donc il va me falloir au moins 5-7 ans pour percer. bien sûr. Et, Donc pour juste proposer après débutant, meilleur, quoi. Là, on est vraiment dans Ah ouais. sur l'intermédiaire. Intermédiaire. intermédiaire un peu plus. Mais c'est vrai qu'il faut y croire, hein, l'entrepreneuriat. Les gars, si vous voulez un petit exemple, c'est apprendre, se prendre des échecs, effectivement, mais c'est aussi d'accepter de ne pas se payer pendant des années pour faire vivre une marque, pour faire vivre une entreprise. Donc, c'est accepter aussi là, de payer les autres. Tu vois, là, j'ai un alternant, il passe en priorité dans la boîte. Est-ce que c'est un risque que je prends? Oui. Est-ce que j'en suis malheureux? Non. Parce que je suis en train de développer un truc qui m'est cher. Donc, c'est accessible à tout le monde. Et ça demande aussi, quatrième point, Des sacrifices. de ces similitudes, de gérer la pression et le doute. Ouais. Tu vois, sur le mur, parfois, les gens peuvent avoir peur du regard des autres, la peur de tomber, le stress de la performance. Dans l'entrepreneuriat, c'est la pression des deadlines. Tu vois, là, moi, par exemple, je fais un parallèle avec Nival. Toutes les marques ont sorti leur collection printemps-été. Moi, voilà, je n'ai même pas encore reçu les prototypes parce que je veux proposer le meilleur à ma communauté et à mes clients. Donc voilà, c'est des choix qu'on fait. Ça me met une pression parce que voilà, il y a moins de rentrée d'argent que quand j'ai le MVP, Most Valuable Product, ça veut dire le produit qui se vend le mieux. Donc voilà, il faut rester lucide, avoir un bon mental, y croire. Les gars, vous, la pression, comment vous la gérez? Est-ce que vous la buvez ou est-ce que vous la
Est-ce que vous là, j'ai pas les mots, j'ai pas les termes, mais ouais, allez-y, parlez, à vous. La pression. La pression, qu'est-ce que ça équivoque? Ah, des fois. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la pression? Des fois, ça va un peu vite. Et moi, je sais quand j'ai trop la pression, c'est vraiment un truc un peu d'entrepreneur à Dubaï, mais je me fais une petite séance de méditation en fait. Quand je vois que ça va trop vite, dans tous les sens, que j'arrive pas à me concentrer sur une tâche à la fois, que je suis en train d'essayer de faire 3000 trucs, je fais ok, stop. Je prends mon casque, je vais me poser rapidement sur ma terrasse, je me prends une petite bouteille d'eau fraîche, je bois. Et je fais une petite séance de méditation de, je sais pas, peut-être 15 minutes. Je suis trop nul en plus en méditation, hein. Faut pas croire que j'y arrive bien. Mais juste, je me pose, je me canalise un petit peu et ça va mieux. Et après, pour la pression, je marche tous les matins. J'ai pareil, putain, ça aussi, c'est un truc d'entrepreneur à Dubaï. Je fais mes 10 000 steps, tu vois. Je vais faire mes 10 000 pas le matin. Genre sans musique ou alors je me mets un petit podcast, mais sans rien. Et je laisse... ce que j'ai à faire dans la journée, défiler dans ma tête, je laisse vraiment mon esprit vagabonder et ça me permet un petit peu de me poser. Donc voilà, moi mes 3 gros trucs pour la pression, marche, douche froide, méditation. Et toi, Guillaume, la pression, est-ce que tu en as Est-ce que tu la bois? Toi, tu la bois plutôt, la pression. Ouais, plutôt. Ouais. Enfin là, j'ai fini le deuxième fût. J'avais acheté 2 fûts pour 2 semaines, c'est bon, on a tapé les... Mais non, bah en fait, je déteste rendre un truc mal fait, tu vois. Donc j'ai la pression à faire bien le travail, mais du coup je m'organise en conséquence. Après, dans le sport, vu que je suis pas dans une démarche de perf, tu vois, je me mets jamais la pression à me dire faut que je réussisse ça ou quoi. Moi je fais du sport pour me faire plaisir et pour kiffer être dehors. Donc point de vue sportif non, et point de vue pro oui toujours. Après moi c'est différent parce que du coup je suis à mon compte et j'ai personne. Je pense que la grosse pression, la responsabilité, c'est quand tu es responsable de personne, tu vois. Quand tu dois payer un salaire et tout, toi avec ton alternant et tout, ça pour moi c'est la vraie pression. Et du coup je pense que ouais, par exemple tu vois, quand tu es guide ou encadrant, tu vois, là tu dois avoir de la pression, tu vois, quand tu es garant de la... Pas seulement de la réussite, mais de la sécurité de quelqu'un. Ça peut être sécurité financière si c'est ton salarié, tu vois. Ou sécurité physique si tu es encadrant dans un sport de montagne. Je pense que c'est ces gens-là qui ont une vraie pression au sens où, tu vois, toi, si tu fais une petite erreur dans ton boulot, bon, tu vois, tu peux toujours rattraper, il n'y a pas mort d'homme, tu vois. Je pense que la vraie pression, elle vient justement dans les sports qu'on pratique. Ça me coûte 10 000 balles, quoi. De quoi? Ton alternant? Oui. Non, mais... non, je veux dire, si je fais une erreur sur... oui, une erreur des tissus ou des... Non, mais toi, oui, mais ce que je te dis, c'est que toi, t'as un engagement financier, t'as quelqu'un à ta charge, tu vois, dans ta structure. Moi, avec Papel, on est peut-être plus des oiseaux voyageurs, tu vois. On fait nos contenus, mais on a moins de... Donc c'est ça en fait, et je pense, pour faire un parallèle avec l'escalade, les mecs qui ont vraiment la pression, c'est, tu vois, quand t'emmènes quelqu'un dans des sports comme ça, quand t'es encadrant, là la pression, et juste pour faire une digression, mais là j'ai vu, et ça arrive assez rarement, il y a un guide de haute montagne qui a été condamné quand même à la suite d'un accident qui a coûté la vie à 3 personnes dans une sortie en ski de fond dans le Mercantour, et le guide de haute montagne a été condamné pour faute grave, négligence et tout. Ça arrive quand même pas souvent, mais c'est là où tu vois, tu te replaces quand même dans la profession de encadrant en sport de montagne. Il y a quand même voilà. Donc j'en connais des guides, mais je suis assez admiratif de comment ils gèrent cette pression là, tu vois, d'emmener des gens dans des terrains à risque en fait. Pour revenir moi sur la pression, là effectivement tu as de la pression parce que tu as des charges fixes, tu as des charges variables aussi quand tu as une entreprise. Et surtout que là, je vais avoir un prêt bancaire sur 3 ans et ça va mettre une plus grande pression qu'avant. Tu vois, avant, j'avais mis mon atelier chez mes parents, donc j'avais pas de charge. Donc c'est là, j'ai pris, entre guillemets, mon bagage. Tu vois, mon bagage qui est plutôt situé vers les hanches. Et je suis allé déménager à Thônes pour justement aller dans le berceau de l'escalade. Il parle toujours de ses couilles, hein, le chat, si vous vous demandez. Si vous n'aviez pas compris.
Là où tu vois, Rhône-Alpes, c'est environ 4,2 milliards d'économies, enfin de 4,2 milliards de chiffre d'affaires générés dans le domaine de l'outdoor. Donc finalement, c'est là où il fallait que Nival aille évoluer. Donc ce que j'ai fait, mais voilà, j'ai des charges avec le logement, l'alternant, donc c'est une grosse prise de risque. Là, je vais faire un prêt bancaire. Donc effectivement, la pression, va falloir que je la digère. Et moi, si j'avais un petit conseil, c'est de se refocus dans ses rêves. Pourquoi on fait ça? Bien sûr. Que ce n'est pas une finalité, mais qu'on peut réussir. Parce que rien n'est impossible. À partir du moment où quelqu'un l'a fait, pour moi, c'est très simple. À partir du moment où quelqu'un l'a fait, ça veut dire que c'est possible et c'est réalisable. Bon, voilà. Il y a des mecs qui s'appellent Yvan Chouinard, homme d'affaires malgré moi. Il est devenu multimillionnaire sans faire exprès. Hein, d'après le titre, homme d'affaires malgré moi, il n'a pas fait exprès. Un peu quand même, je voilà, pense. T'as bien un mec qui a fait Patagonia, Black Diamond. Ouais. Et c'était un mec, voilà, c'était un hippie qui grimpait. Attends, il est pas mort. Un peu aussi. Attends, on va le passer. J'ai loupé un truc. Je veux dire, non, avant, quand il était. C'était dans le sens. C'était dans le sens grimpeur. Ouais. Voilà, c'était un grimpeur voilà, qui a pris des risques, un peu un hippie, qui faisait la fête, un peu route, mais il s'est structuré, il a fait son business et il y a cru à 100%. Mais je pense que c'est ça. 86 ans, qu'on doit 1938. retenir c'est ça qu'on doit retenir de l'escalade et de l'entrepreneuriat, c'est qu'on a trouvé un espèce de foyer, un environnement où on peut évoluer, où il n'y a pas encore d'énormes rentrées d'argent. Mais si on y croit et si on continue, l'escalade est en plein essor. Et il y a encore de la place. On est au creux de la vague. Et il y a encore de la place. Ceux qui vont venir au bon moment complètement. pourront vivre de l'escalade et de ce qui les anime. Et les gars, il faut juste tenter, il faut juste prendre le courage de vouloir réaliser et concrétiser ses rêves. Mais complètement. C'est juste ça en fait la différence. De ouf. Moi, pour te dire, mec, j'ai lancé la chaîne YouTube. Je crois que j'avais pas passé plus. Enfin, je suis même sûr. J'avais pas passé plus que 6B. Donc, je sais qu'il y en a qui pourraient se dire « Ah, j'aimerais bien faire un truc, mais ceci, je suis pas assez fort. » Faites votre truc. Trouvez quelque chose qui vous différencie des autres. Ça, c'est hyper important. Si c'est pour refaire la même chose en moins bien que les autres. Parce que forcément, si vous débutez, ce sera moins bien que ce que font déjà les gens qui sont déjà en place. Mais trouvez votre truc qui vous différencie et allez-y à fond. Il y a encore largement de la place sur YouTube ou peu importe, dans n'importe quel domaine de l'escalade, mais pas pour si longtemps. Il faut consolider les positions, les gars. En tout cas, c'est une histoire de mindset, ce qu'on appelle en anglais le mental. C'est ce qui fait la différence quand tout vient dur. C'est de ne jamais abandonner et continuer jusqu'à creuser et trouver le trésor. Merci d'avoir suivi ce podcast. On reste ensemble sur le live si vous avez quelques questions à nous poser. En tout cas, c'était un plaisir. N'hésitez pas à commenter, à nous donner des sujets, à nous donner tout simplement votre avis et des sujets pour la semaine suivante. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir eu sur ce podcast. Envoyez-nous de la force, c'est disponible sur Spotify. Je vous dis on vous dit à la semaine prochaine. Bye, sabai. Ciao. Bye, bye.